Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou sur vos box à la télévision et en replay bien sûr chaque jour sur notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle semaine, un nouveau mois et un nouveau trimestre qui commence pour les investisseurs après un troisième trimestre qui aurait été un mois de légère baisse pour les actifs risqués, pour la partie action. Le mois de septembre en particulier a été un mois douloureux à la fois pour les marchés obligataires et pour les marchés actions, le fameux 60-40, les portefeuilles équilibrés en actions et en obligations ont connu en septembre jusqu'à présent leur plus mauvais mois de l'année. Qu'en sera-t-il pour le mois d'octobre et pour ce quatrième trimestre qui commence? Ce sera évidemment l'un des sujets fil rouge de notre discussion avec nos invités dans un instant, alors que le triptyque pétrole, taux, dollar reste le trio infernal sur les marchés avec notamment des taux longs qui continuent de s'envoler. On est revenu très vite après quelques heures à peine d'atténuation vendredi. On revient très très vite sur les sommets qu'on a pu apercevoir dans ce cycle pour le 10 ans américain, 4,68%. Le 10 ans allemand franchit à nouveau la barre des 2,90%, aspiré par la courbe de taux aux États-Unis, des taux américains, et le dollar qui réagissent notamment à la publication de l'ISM manufacturier, la grande enquête d'activité pour le secteur manufacturier aux États-Unis pour le mois de septembre, qui montre un redressement qui se poursuit. L'ISM manufacturier était autour de 46 au début de l'été, au mois de mai ou au mois de juin. On se retrouve désormais à plus de 49, assez proche de la limite neutre ou de la zone d'expansion au-delà de 50. On notera que la composante emploi de l'ISM manufacturier, elle, est déjà repassée au-delà de 50 à 51 pour le mois de septembre. Et tout ça alimente l'idée que le secteur industriel aux États-Unis a peut-être marqué un point bas au cours de cet été et est en train de se redresser. Le dollar au sommet, on a vu l'euro-dollar d'ailleurs brièvement passer sous 1,05 au moment de la publication de l'ISM manufacturier américain. Vous aurez les grandes tendances du jour sur les marchés dans un instant avec Comme Dubois, et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque lundi consacré à l'actualité américaine, bien sûr avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45. Nous reviendrons bien sûr sur l'accord d'urgence qui permet d'éviter pour l'instant une fermeture des administrations fédérales aux États-Unis. Le shutdown est reporté pour 45 jours au moins et c'est une véritable guerre fratricide qui anime désormais le camp républicain après cet accord passé au Congrès ce week-end. Avant d'accueillir nos invités et d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés, c'est Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. La bourse de Paris évolue dans le rouge ce lundi après la publication des indices PMI manufacturiers définitifs en zone euro pour le mois de septembre qui suggère que l'activité manufacturière est toujours ralentie en Europe. L'indice PMI s'est établi à 43,4, un plus bas depuis 2 mois, après 43,5 en août selon S&P Global. Du côté des États-Unis, les élus républicains et démocrates ont réussi in extremis à se mettre d'accord afin d'éviter une paralysie de l'administration fédérale. Les membres du Congrès ont ainsi voté une série de mesures d'urgence pour assurer son financement jusqu'au mois de novembre. Du côté des valeurs, Edenred chute aujourd'hui à Paris jusqu'à plus de 9% au cours de la séance. Sodexo, lui, a reculé jusqu'à plus de 2% aujourd'hui. Les deux opérateurs de titres restaurants souffrent après les déclarations d'Olivia Grégoire, la ministre chargée notamment des TPE-PME, qui a fait savoir ce lundi que les commissions des prestataires de services aux salariés sur les chèques déjeuner pourraient être bientôt limitées en cas de dysfonctionnement avéré du marché. Du côté des introductions en bourse, la marque de chaussures allemande Birkenstock a déclaré aujourd'hui qu'elle visait une valorisation pouvant aller jusqu'à 9,2 milliards de dollars pour sa prochaine introduction en bourse à New York. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des ouvertures de postes sur le marché du travail américain pour le mois d'août, avant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés sur les marchés avec Comme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Michel Martinez de nous accompagner également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Gilles Bazissire qui est en plateau également à nos côtés ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président d'Equity GPS. Parlons des taux longs. Alors c'est un peu le trio infernal. Pétrole, dollar et taux longs. Contrairement à 2022 où les taux directeurs et les taux courts menaient la danse sur les courbes obligataires. Jeanne, on voit depuis quelques semaines que c'est la partie longue qui corrige à nouveau une nouvelle jambe de baisse pour les obligations à 10 ans, 30 ans sur la partie américaine, qui se confirme encore aujourd'hui. On a eu à peine une séance d'atténuation vendredi, qu'on est déjà à nouveau sur des sommets pour le 10 ans américain à plus de 4,68%. Parmi tous les facteurs qui peuvent déterminer à un moment le niveau des taux longs sur la courbe obligataire aux États-Unis, par exemple, quels sont les facteurs qui l'emportent aujourd'hui et quel est le rationnel de cette jambe de baisse, de correction qu'on observe à nouveau? Il y a plusieurs facteurs qu'on évoque souvent, en particulier la résilience de l'activité ou le prix du baril, ce qui veut dire, ou plus souvent, la Fed, donc qui va maintenir des taux plus élevés pendant longtemps. Et en fait, moi, je trouve que structurellement, l'ensemble de ces éléments ont l'air de valider l'idée qu'en fait, on sort du régime de marché à caractère déflationniste qu'on a eu pendant 15 ans, depuis 2008 en gros, avec des primes de terme négatives. Et que petit à petit, et au fond c'est ce que les banquiers centraux voulaient, on revient sur un régime de marché à caractère entre guillemets normal, inflationniste, enfin bon, et que dans ces marchés-là, la prime de terme normalement est positive. Alors on a des mesures aux États-Unis que nous donnent deux réserves fédérales au moins sur les primes de terme. On les avait vues devenir très négatives au moment où on avait eu les QI, etc. Elles sont revenues à zéro. Puis à un moment, on a eu les épisodes de faillite bancaire aux États-Unis. Oui, bien sûr. À ce moment-là, la prime de terme est retombée, évidemment. Oui. Voilà. Mais c'est intéressant, elles ont repassé, les deux mesures qu'on a sont repassées en positif. Et elles ont toujours un petit décalage. Donc, on pourrait revenir ou être revenu sur un régime, entre guillemets, normal. Reconstituer la prime de terme, ça fait partie du plan et de la stratégie des banques centrales et de la politique monétaire aujourd'hui aux États-Unis. Je ne suis pas sûre qu'elles le disent ou qu'elles le vivent comme ça. Je pense que c'est une conséquence d'une normalisation. C'est-à-dire que la normalisation monétaire qui dit que du point de vue des taux, elles ont fait le travail, du point de vue du quantitative easing, elles sont en train de le faire, mais ça veut bien dire qu'il y a un acteur massif qui se retire, donc il y a une reconstitution. C'est pas logique d'avoir une prime de terre entre guillemets négative si l'environnement n'est pas déflationniste. On peut prendre 30 secondes pour expliquer ce que c'est que la prime de terme sur les marchés obligataires ou à quoi ça correspond, comment on peut le traduire en langage simple, Jeanne? On pourrait le traduire en disant que c'est la prime qu'exige un investisseur qui accepte d'investir pour 10 ans, et donc de prendre le risque d'investir pour 10 ans plutôt que d'investir pour un an et de relier sa position pendant 10 ans. Voilà. Donc il y a... Ça mérite une prime. Prendre le risque d'acheter une obligation à 10 ans, ça mérite une prime par rapport à acheter 10 fois une obligation à un an, quoi. Sauf si on est dans un environnement à caractère déflationniste. Auquel cas, au contraire, acheter à 10 ans, c'est garantir un taux qui pourrait devenir... voilà. Donc, et pourquoi maintenant? Enfin, qu'est-ce qui fait que maintenant le marché obligataire sur la partie longue se dit tiens, c'est le moment de remettre une prime de terme positive? Alors, je vous dirais que pour moi, ça va de pair avec la surprise qui, à mon avis, a été générale et probablement aussi chez les banquiers centraux, de la résilience du marché de l'emploi. C'est-à-dire que les effets Covid se sont dissipés sur l'approvisionnement, sur des tas de choses, pas sur le marché de l'emploi. Et on a eu encore, je crois, des chiffres du chômage en Europe, ce qui nous disent 6,4 pour la zone euro. Donc, même quand il est un peu moins tendu, comme c'est le cas aux États-Unis, il est un peu moins tendu, mais il reste quand même extrêmement dynamique. Et je pense que ça pérennise l'idée d'une inflation qui ne serait pas à 5 ou 6%, mais d'une inflation. Il faut quand même pas oublier qu'on s'est battu pendant un moment pour avoir une inflation qui était à 2. On l'avait pas à 2, on n'était pas content. Oui. Donc, voilà. Ouais. C'est peut-être un facteur qui est en jeu, auquel cas...
Changement de régime, toujours un peu... Et donc, non mais si, auquel cas, mais c'est la question que je posais aussi à Michel Martinez, auquel cas, ce qu'on voit sur les niveaux de taux qu'on voit sur les parties longues sont peut-être plus une nouvelle normalité qu'un simple top ou pic cyclique qui disparaîtrait aussi rapidement qu'il est venu, quoi. Oui, avec un petit bémol, c'est que le mouvement a été très fort, donc il y a toujours, c'est un peu survendu, bon, etc. Oui. Ouais. Michel, conjoncturel versus structurel, là, sur cette histoire de taux long. Entièrement d'accord avec ce que dit Janine. Je pense qu'il y a... Jeanne, pardon. Je le dis tout de suite pour... je pense qu'il y a la conviction sur les marchés financiers qu'il y a un changement de régime d'inflation. Avant la pandémie, on était en dessous des cibles d'inflation. En zone euro encore plus, on était plus proche de 1 que de 2. Et maintenant, il y a l'anticipation avec beaucoup de changements structurels, de la situation conjoncturelle actuelle qui fait qu'il y a des tensions partout, mais des changements structurels. Je pourrais me citer par exemple le changement démographique qui est global, le vieillissement démographique global avec la transition climatique aussi. L'idée que maintenant, il y aura un nouveau régime d'inflation, 2 et plus. Alors peut-être pas 5, mais 2 et plus. Et effectivement, si on est dans un de cycle économique assez long, dans une telle configuration, oui, il faut des primes de terme qui soient positives. Et la question, c'est à quel degré de positivité elles doivent être. Et là, pour le moment, il y a encore du potentiel de hausse. D'accord, parce que là, dans la séquence un peu court terme des 15 jours ou des 3 dernières semaines, on a l'impression quand même d'un mouvement qui gagne en puissance sur la partie longue et que pour l'instant, rien ne stoppe à ce stade. Mais ce que j'ai observé avec nos clients, c'est que, en particulier les clients sur les marchés obligataires, ceux qui gèrent les portefeuilles obligataires, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait l'idée que l'économie et puis le secteur financier ne pourraient pas supporter des hausses de taux longs. Il y aurait eu un crack du système. Et je pense que l'épisode des turbulences dans le secteur bancaire aux États-Unis montre qu'il peut y avoir des petits cracks dans le système, mais que dans l'ensemble, il y a une capacité à absorber ça. Et là, on teste à chaque fois des plus hauts. Mais effectivement, si on a une approche un peu de long terme... si on se dit on va vivre aux États-Unis, en Europe, avec 2% d'inflation et plus pendant 20 ans, par exemple, si je prends le Bund à 2,8... on n'y est pas, quoi. Ça reste un marché obligataire extrêmement cher et des taux longs faibles. Ouais. Il y a vraiment un potentiel de hausse qui est quand même très significatif encore. Mais ce changement de régime structurel, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en discute. Oui. C'est plus qu'une hypothèse aujourd'hui, c'est-à-dire au fur et à mesure des développements qu'on observe. Alors, chez certains, ça a été une conviction dès le départ, ils attendaient que ça, le nouveau régime inflationniste pendant 10 ans. Très bien. Pour d'autres, c'était une discussion. Oui. Non, je pense que ça reste encore du domaine des hypothèses, après avec des degrés de conviction très forts. Mais c'est vrai qu'il y a une batterie d'arguments qui va en cette faveur. Et encore une fois, je pense au vieillissement démographique. Qui est global. On parlait des tensions sur le marché du travail. Dans tous les pays, il y a des difficultés de recrutement. Et puis, qui sont énormes. Effectivement, il y a des marchés où c'est un peu moins tendu qu'il y a 6 mois, mais ça reste objectivement extrêmement tendu. Et puis, des populations en âge de travailler qui baissent en Asie, hors Inde, qui baissent en Europe, qui baissent. Donc, il faut avoir en tête que si on prend l'Europe, si vous prenez 0 plus de croissance, le chômage, il n'augmente pas. Parce que la population en âge de travailler n'augmente plus maintenant. Vous aviez chiffres sur la France, vous pouvez me redonner, Michel. Il faut à peine quelques dizaines de milliers d'emplois créés en net aujourd'hui en France pour que le taux de chômage baisse de 0,1 point. Enfin, je ne sais plus quelle est l'équivalence, mais... Alors, l'INSEE publie régulièrement des chiffres sur la croissance tendancielle de la population active. Donc, en 2012, c'était entre 150 et 180 000 emplois par an qu'il fallait créer pour que le chômage baisse, et on n'y arrivait pas tout le temps. Donc, voilà. Et d'après l'INSEE l'an dernier, c'était 35 000. Donc, ça veut dire que si on crée plus de 35 000 emplois, donc c'est quasiment rien de croissance, le chômage baisse. Ouais. Et la France, on le sait, c'est un des pays qui est le moins vieux. Ah oui. Alors après, il y a d'autres facteurs qui peuvent changer. Il peut y avoir l'immigration, etc., qui change. Oui, bien sûr. Mais
Et c'est le cas de la Chine, c'est le cas du Japon depuis longtemps. Et donc là, c'est un changement global qui fait que si un pays a des problèmes de ressources en manœuvre, il aura beaucoup de difficultés à faire ce qu'a fait le Japon pendant des années, essayer d'aller produire ailleurs, parce qu'il n'y a pas de réservoir de manœuvre ailleurs. Et donc ça risque de maintenir, même avec des croissances extrêmement molles, le marché du travail très tendu. Et je pense qu'on va aussi observer du côté des entreprises, celles qui auront des marges décevantes, on risque des profits décevants, de voir des comportements de rétention de la manœuvre, parce que si on se défait des employés et que ça repart 6 mois, 1 an plus tard, on a vu les difficultés de recrutement. Donc ça change la perception déjà du marché du travail. Je crois que c'est ancré dans tous les esprits maintenant. Et puis je le mentionnais, je pense que la transition climatique et les équilibres entre l'épargne et l'investissement à l'échelle globale, ça peut avoir un impact gigantesque sur les bons du Trésor américain. On pourra en redire un mot, effectivement. Épargne, investissement, là aussi, c'est des équilibres de long terme qui sont en train ou ont peut-être déjà bougé, mais dans l'esprit des investisseurs. Ils peuvent bouger encore de façon colossale. Ouais. Cette histoire de taux long, comment vous regardez ça aujourd'hui, Gilles? Et puis, comment ça se traduit peut-être dans les ratings d'equity GPS sur les actifs risqués, parce que c'est un angle qu'on peut aborder aussi. Si la correction est assez brutale sur les parties longues de courbes obligataires, les actifs risqués, pour l'instant, résistent plutôt pas mal. Alors, parmi les éléments qui n'ont pas déjà été mentionnés, il y a l'offre et la demande d'obligations dans le monde. Un peu le b.a.-ba du truc. Voilà. Et c'est vrai qu'on a une offre qui est pléthorique entre la fin du QE, le début du QT, du quantitative tightening. Et donc ça renverse complètement les flux sur les marchés obligataires. Eux, ils sont plus acheteurs. Ils sont vendeurs. Les banques centrales sont plus acheteurs. Donc les prix baissent. Autant qu'avant, en tout cas. Et les taux montent. Et ça pour des montants colossaux. Ensuite, il y a les déficits budgétaires des pays développés qui, malgré le plein emploi, malgré la situation économique qui est plutôt bonne, continuent d'être très amples. Alors après, on peut dire qu'il y a plein de bonnes raisons. C'est vrai qu'il y a plein de bonnes raisons. Tant que le marché finance correctement, ça va bien. Et puis, après, il faudrait falloir accepter de se financer de plus en plus cher. Donc, ces deux éléments en termes de flux, moi, me paraissent assez importants. Et c'est vrai qu'en termes tendanciels, les taux montent depuis 2 ans et la tendance reste là. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Ça reste là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc ça agit dans notre modélisation comme un facteur de baisse puissant, toutes choses étant égales par ailleurs, à nos ratings, à l'attractivité des actifs risqués. En gros, toutes choses étant égales par ailleurs. Prime de risque, de rendement qui n'est plus le même. Voilà, exactement. Et, mais ça, c'est du long terme et du moyen terme. Et il y a d'autres facteurs qui viennent jouer. Parmi les autres facteurs qui viennent jouer, il y a les taux de marge des entreprises, la croissance, et au global, la hausse des taux longs, on va dire depuis 2 ans, a été compensée par l'amélioration ou le maintien de profits, voire même l'amélioration des profits des sociétés mondiales, au niveau mondial. Et ce qui fait qu'on est passé d'un niveau de rating monde, il y a 2 ans, qui était 9 sur 10, à un niveau de rating aujourd'hui... C'était le top du marché il y a 2 ans, enfin 2021, novembre 2021, je crois, on fait un top sur le Nasdaq, quoi. Oui. Et maintenant, on est à 4 ou 5 sur les pays développés. D'accord. Entre-temps, on a eu une période de creux, il y a à peu près 6-9 mois de creux en termes de rating. Donc, on commençait à être un tout petit peu moins constructif sur les marchés. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, avec notre méthodologie, après, bien sûr, on ne prévoit pas tout, mais on intègre beaucoup. Mais vous avez une vision assez globale de la cote mondiale. Voilà. Il nous paraît que les marchés actions sont à peu près peu ou prou à leur prix dans les pays développés, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays ni pour tous les secteurs.
C'est pas le cas dans tous les pays. Oui, d'accord. Ouais. Dans la sphère développée, vous dites. Ou dans Et la même sphère en général. mondiale, voilà, pour D'accord. les pays développés, c'est à peu près à leur prix, mais ça ne veut pas dire... Ça veut dire que c'est... Où est-ce que c'est pas à son prix du coup À notre avis, où c'est très attractif sur les pays émergents, sur l'Inde, sur le Brésil. On a des ratings qui sont très très élevés. Alors sur la Chine aussi, mais la Chine est une autre histoire, parce que là il y a des sujets, le marché n'en veut pas, il y a des sorties, et le marché est toujours bearish sur la Chine, et donc c'est pas parce que quelque chose n'est pas cher et attractif que ça va corriger. Il y a une à la tendance hausse. politique qui jette un peu un Aussi, froid, visiblement. Politique, le deshoring, le fait qu'on érige des frontières douanières, et puis et encore plus que ça, bien sûr, les problèmes géopolitiques importants. Mais le Brésil ou l'Inde, les problèmes géopolitiques sont moins importants. Ils peuvent encore trouver leur place, ou ils continuent d'augmenter leur place dans la chaîne de valeur mondiale, je dirais. C'est des pays, il a été mentionné, la démographie, c'est vrai que c'est important, au global et pour les classes productives, les 25-55 ans, les 35-55 ans. Et là, c'est encore très très bien orienté Plutôt dynamique, dans ces pays-là. Et j'observe également que dans un environnement global où on a monté les taux d'intérêt, où les banques centrales ont monté les taux d'intérêt avec un stop récent, le Brésil en est à sa deuxième il baisse baisse. de taux. Oui, bien sûr. Mais ils avaient commencé avant. Et ils commencent à baisser après. Sur les taux, c'était quoi l'histoire des flux et de l'offre-demande, c'est ça, Michel? Rebondir sur ce qu'a dit Gilles sur les déficits publics amples, à 6,5% du PIB pour le déficit fédéral aux États-Unis. Italie, France, l'an prochain, on se rapproche de 4,5%. Je pense qu'on n'a pas assez insisté sur à la fois l'impact de ces déficits élevés sur la hausse des taux longs et surtout sur l'explication de la très bonne résistance des économies. Il faut rappeler que dans les périodes passées de durcissement monétaire, qui arrivait toujours quand on était au pic du cycle, avec des taux de chômage bas, comme ceux qu'on observe, même plus élevés que ceux qu'on observe actuellement aux États-Unis comme en Europe, on avait des déficits budgétaires qui étaient nettement plus faibles. Dans les épisodes passés le durcissement monétaire aux États-Unis, avec des taux de chômage qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, on aurait des déficits publics à 1% du PIB. Et maintenant qu'on a les projections des trajectoires de finances publiques pour l'an prochain, par exemple en Europe, vous avez cité la France, l'Italie. Michel, est-ce que ça permet de se dire, avec un niveau de confiance élevé, que c'est le genre de soutien à la croissance qui permettra que 2024 soit à nouveau une année de non-récession pour la zone euro? Il n'y a quasiment pas de durcissement budgétaire, là. Oui, on enlève les efforts Covid et les efforts énergie-Ukraine, quoi. Oui, d'accord, mais donc il n'y a pas d'impact sur la demande. Non. Parce que sur les efforts sur l'énergie, c'est compensé par la baisse. En fait, on enlève des subventions qui allaient contrecarrer les hausses des prix. Mais il y a eu des baisses des prix. Donc, in fine, les prix payés par les agents économiques, ils ne vont pas augmenter entre 2023 et 2022. Donc, la demande ne va pas être impactée par ça. Donc il n'y a pas d'effet restrictif des politiques budgétaires. Donc c'est pas la politique budgétaire, s'il doit y avoir une récession, ça ne viendra pas de la politique budgétaire. À ce stade, non. Ah ouais, comprends. Mais c'est peut-être un risque pour les années après. Ouais. Jeanne, sur ces questions de déficit, effectivement, on a les trajectoires 2024 là, qui arrivent pour la zone euro. On a commencé à reparler un peu de l'Italie. Dès que le spread s'approche de 200, ça refait quelques lignes ici et là. Comment vous regardez notamment le chemin de croissance pour la zone euro, les facteurs de soutien qui permettent peut-être d'éviter encore une récession? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que seule la politique budgétaire est suffisante pour estimer ça ou... Ça commence à être un peu plus compliqué quand vous regardez la distribution de crédit dans l'eurozone qui a jeté un niveau, avec une impulsion de crédit qui est incroyablement négative. Depuis quasiment un an, plusieurs trimestres maintenant. Oui, puis là, ça s'enfonce très sévèrement. Donc, ça commence à être difficile. Et il y a quand même quelques échos du côté des entreprises, plutôt pour les PME, mais qui disent quand même que les conditions de financement sont plus compliquées. Mais j'allais dire, et je pense effectivement, comme ça a été dit, je ne pense pas que l'impulsion budgétaire soit matérielle en termes de croissance pour l'an prochain. En revanche, je pense que ce sera intéressant. Alors, il y a des effets cumulatifs qui peuvent être, qui peuvent se développer. Auquel cas, effectivement, on pourrait avoir une récession, même si on a vu, les prévisions nous disent en gros croissance
entre 0 et 1, voilà, selon. Sauf le gouvernement français, sinon, voilà. Qui est un peu plus optimiste, mais sinon, c'est à peu près les prévisions. Et on a tendance à se dire que si effectivement on a une récession, ce sera l'élément, à mon sens, critique pour savoir si on a fait un changement de régime structurel ou pas. Parce que au moment d'une récession, on verra si effectivement on retombe dans des craintes déflationnistes avec des trucs ou pas. Ouais. Donc c'est là où le caractère pérenne ou pas du changement de régime sera testé. Oui, ouais. À mon sens, c'est... Voilà. Et nous, on n'écarte pas, comme tout le monde, on a repoussé un peu la récession. Je pense qu'on a été un peu trompé pendant un temps par le signal de la courbe des taux. C'était lui qui nous disait il y a une récession. Sauf que si effectivement les taux longs sont faussés parce que la prime de terme est très négative, du coup le signal n'est pas un faux signal, mais un signal faussé. Mais qu'est-ce qui va craquer dans l'économie? Enfin, j'allais dire, vu ce qu'on a traversé, on voyait, alors aujourd'hui c'est l'ISM manufacturier aux États-Unis, mais qui semble nous dire que ça repart sur le manufacturier. Oui, on l'avait vu dans plein d'endroits, mais parce que pendant un temps, on était en contraction mondiale. C'est quand même ce qui pèse le plus aujourd'hui. En termes d'emploi. Ce qui va être critique, c'est ce qui va déterminer l'emploi. Alors c'est vrai qu'encore là, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à projeter de récession pour l'instant, parce que quand vous regardez les enquêtes, toutes les entreprises disent que ce qui limite la production, c'est l'emploi. Donc c'est vraiment l'emploi, parce que tant qu'il y a de l'emploi et des salaires, les ménages consomment. Il faut qu'on parle du pétrole aussi, peut-être, puisqu'on parle de la consommation des ménages. Où est la limite? Alors bon, ça varie chaque jour. Là, aujourd'hui, c'est plutôt une petite baisse du pétrole, mais on reste quand même sur des cours connus, 90, 95 $. On sait à peu près ce que c'est et ce que ça implique comme conséquence, combien de temps ça peut durer, et est-ce qu'il y a quand je regarde notamment du point de vue boursier, quand je regarde les secteurs oil, énergie cette année, on se dit que, je ne sais pas s'il y a un nouveau régime bullish pour ces secteurs-là, parce que pendant 10 ans, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quelque chose qui pousse encore. Alors nous, ça fait 3 ans qu'on a un rating très élevé sur beaucoup de sociétés du secteur de l'énergie, et du pétrole et du gaz, qui avaient été poussé à la baisse par les sorties. Il était à la mode pour les fonds pour les fonds en règle générale de sortir du pétrole. En plus, les investisseurs ont beaucoup de mal à valoriser les rentes décroissantes. C'est-à-dire les entreprises qui, certes, ont des cash flows, qui savent que leurs jours sont comptés, ou que leurs années, ou que leurs décennies sont comptées. Peut-être. Et en particulier, quand on continuait les périodes de baisse des taux qui favorissaient les durations longues, ça, c'est des valeurs qui, par définition, des durations très très courtes, qui rendent énormément de cash à l'actionnaire, et donc qui étaient beaucoup moins à la mode pour toutes ces raisons-là et cette combinaison de raisons. Au bout d'un moment, ça devient tellement dingue en termes de sous-évaluation que ça commence à se corriger. Mais force est de constater qu'on a toujours un bon rating, nous. Alors, moins extraordinairement. Et là, on parle bien des sociétés. Des sociétés, voilà, moyenne, et du secteur, parce qu'on a sectorialisé, bien sûr, nos ratings. Et donc, on a un rating constructif sur les valeurs de l'énergie, du domaine de l'énergie au sens large. Pas que fossile? Parce qu'il y a une histoire aussi entre fossiles et non fossiles. Oui, alors le non fossile en bourse. Le non fossile est très cher et vient de corriger en fait. Globalement, redevient un peu plus intéressant. Et le fossile, et en particulier le gaz, un peu moins pire que le charbon. Enfin, vous connaissez l'histoire, bien sûr. Mais par contre, aux yeux de certains aussi, chargés de tous les maux de l'humanité également. Mais après, il faut être pragmatiste et réaliste, me semble-t-il. Et donc, c'est mieux qu'autre chose. Il y a quelques valeurs nucléaires aussi cotées dans le monde qui marchent très bien. Très, très bien. Et voilà, donc nous, on est assez favorable. Par ailleurs, et sur un autre... à ce secteur-là. Donc en Europe, c'est des Total, des Royal Dutch Shell, du Repsol, on aime beaucoup Repsol, ou en Italie, alors on n'aime pas trop l'Italie. Mais mois après mois, trimestre après trimestre, ça devient une tendance haussière, séculaire, je ne sais pas si j'ose, mais ça a été écrit, qu'il y avait un cycle. Et d'autant plus qu'il y a 3 ans à peu près, le secteur ne représentait plus que 5% de la capitalisation boursière du SP500. Ah oui. Bien sûr. Et alors que historiquement, ça tournait entre 10 et 20. Donc, voilà. Donc,
Donc à partir de ce genre de C'est quand Exxon a quitté le Dow Jones, qu'on par était exemple. peut-être au plus bas de la capitalisation du secteur et de la pondération dans les portefeuilles. Dans l'indice, j'avais fait une étude à un moment donné. Sur le long terme, il faut être contrariant là-dessus. Tout à fait. Donc le cas d'Exxon était tout à fait remarquable. Alors par contre, en termes macroéconomiques, alors je suis moins calé que nos autres invités en termes macroéconomiques, mais clairement, l'évolution des prix des hydrocarbures représente une taxe sur les pays développés, ou en tout cas les pays importateurs en tout cas, et une taxe également sur les marchés développés, sur les actions des marchés développés, parce que 95% n'étant pas du pétrole, donc on consomme. Donc quand le prix monte, voilà, donc c'est une taxe, et puis on a une élasticité prix qui est faible. Même quand le prix monte, on peut pas beaucoup réduire sa consommation de gaz ou de pétrole en règle générale. Et ce qui fait que quand on a fait l'analyse, quand on regarde depuis les années 70, le ratio entre les dépenses de pétrole dans le monde et le PNB mondial, c'est un ratio qui est très intéressant à observer. Il y a des minimums, il y a des maximums, il y a des zones et on a combien aujourd'hui médianes. Là, on est un petit peu au-dessus de la zone médiane, donc à une zone qui commence à être légèrement douloureuse et impactante, ponctionnante sur les pouvoirs d'achat et sur les marges. Il y a un côté restrictif. Des entretifs, voilà. Et ça, il me semblerait que ce soit amené à durer parce que quand on regarde la stratégie d'OPEC+, et puis si on se met à leur place, on vous dit votre principal actif, votre principale ressource, dans X dizaines d'années, on n'en achètera plus que la moitié. Autant commencer à maximiser le prix et le retour aujourd'hui. C'est clair, ils préfèrent vendre 10% de volume en moins, mais à 30% de prix en plus que l'inverse. Michel, alors pétrole, taxe sur la consommation, mais je veux bien qu'on dise justement un mot des moteurs de la consommation devant nous, s'il doit y en avoir. Parce que je comprends, taux de chômage toujours au plus bas, tout le monde a un travail, une inflation qui baisse quand même, c'est l'histoire de 2023, et des salaires et des augmentations de salaires embarquées qui nous donnent une croissance réelle, peut-être proche d'être positive pour les salaires aujourd'hui, par exemple en zone euro. Est-ce que ça suffit à se dire que les consommateurs en zone euro vont être un soutien un peu plus important, là, devant nous, dans les prochains mois, les prochains trimestres, pour la croissance économique? En tout cas, c'est ce que l'analyse fondamentale suggère. Il y a toujours cette dichotomie entre la réalité, les fondamentaux, d'une part, et d'autre part, les enquêtes. Les enquêtes, on en a cité, qui restent dégradées, encore plus celles sur la confiance des consommateurs. Mais d'un point de vue fondamental, alors les histoires sont différentes entre les États-Unis et zone euro, mais la zone euro, normalement, les fondamentaux dans les 2 ou 3 prochains trimestres plaident pour un vrai rebond, un rebond très fort de la consommation. Et il y a 2 types de fondamentaux. Alors le premier, c'est le revenu réel, disponible réel des ménages. Compte tenu du fait que les taux d'inflation sont en train de baisser, si on croit aux prévisions d'inflation des marchés d'ici la fin de l'année, ça veut dire que les prix, concrètement, en niveau, entre juin 2023 et décembre, ne bougent plus. Quasiment. C'est l'idée que le prix de l'essence, il reste plat, quoi. Donc il n'y a plus d'augmentation des prix en niveau, ou très peu. Et par contre, on sait que les salaires, ils sont sur une trajectoire qui est au-dessus de 5% l'an. Et ça, c'est un paquebot. C'était 5,5% l'an en juin. Ça va peut-être être 5, mais voilà. Donc, quand on fait ce calcul, on a quasiment 1 point de pouvoir d'achat des salaires par trimestre. On peut rajouter aussi que pour tous les ménages, la hausse des taux d'intérêt est bienvenue. Il faut rappeler que les ménages sont détenteurs du patrimoine. Et alors, ça devient quand même assez conséquent. On aura bloqué le rendement sur le livret. Non, mais d'après les comptes, si on regarde les comptes nationaux de l'INSEE, là, pour la France, les revenus nets des ménages les dernières années, c'était 0 € par an, quasiment. Et là, on va être presque à 10 milliards d'euros, donc presque 0,5 points de revenus disponibles, 0,5 points
en 2022. Revenu En du 2023. patrimoine. Revenu du patrimoine. Net du patrimoine. Ouais, d'accord. Donc et ça va continuer, hein, il y a des effets de beaucoup de retard. Et donc les revenus, je crois qu'il n'y a pas de doute, comme on en a parlé de la politique budgétaire qui ne change pas, on ne va pas augmenter les impôts tout de suite et maintenant et après aux ménages ni réduire les transferts. Donc je pense que d'un point de vue fondamental, il y a très peu, c'est extrêmement probable que le revenu réel progresse beaucoup. Et quand les ordres de grandeur que je montre, c'est de l'ordre de 1 point par trimestre. Hein, donc c'est pas rien l'impact que ça peut avoir sur la conso. C'est suffisamment massif pour pas tomber dans le côté ricardien du truc où effectivement on continuerait de thésauriser avec déjà plus de 18% d'épargne par rapport aux revenus disponibles parce qu'on se dit qu'un jour, si, les impôts vont monter. Ça reste. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'était Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Tout se terminera par une hausse d'impôts. Oui, mais ça reste le mystère. En Europe, on a des taux d'épargne très élevés, pour lequel la France, on a eu au premier semestre un taux d'épargne autour de 18%, alors qu'historiquement, il est autour de 14%. Qu'est-ce qui peut expliquer que le taux d'épargne soit maintenu à des niveaux élevés? Personne ne sait. La peur. Personne ne sait. Ouais. Personne ne sait vraiment. Je n'ai pas trouvé des. C'est pas une bonne réponse, la peur. Non, c'est pas suffisant. Non, mais il y a des. Parce que encore une fois, d'un point de vue fondamental. En particulier la hausse des revenus d'intérêt devrait plaider pour une baisse du taux d'épargne. Ouais. Donc après, on peut imaginer plein d'explications, dont la peur, mais c'est toujours l'élément résiduel. Il y a quelque chose derrière. Non, mais ça veut dire que dans les prochains mois, trimestres, là, ça va être intéressant. Oui, normalement, encore une fois. Mais là, regarde, j'ai envie de dire, même si le taux d'épargne reste à 18, oui, le gain de pouvoir d'achat de 1% par trimestre, il doit bien se retrouver. C'est un peu moins que ça. Mais oui, d'accord. Mais c'est les ordres de grandeur. La question, c'est de savoir si le taux d'épargne ne va pas monter à 20%. Voilà. Mais pour que la conso ne rebondisse pas, il faut que le taux d'épargne monte à 20. Alors c'est possible. Mais ce serait là, c'est quand même c'est difficile de bâtir un scénario central dessus. Jeanne, je vous laisse commenter, je trouve que c'est un sujet intéressant. Moi, oui. Non, c'est un sujet passionnant. Je voulais qu'on dise un mot du Oui, parce que vous l'avez écrit. Oui, non, mais Japon... la confiance monte, là. Oui, pour le coup, vous vous rappelez. Hein, oui. Donc, non, mais juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu une gageure, mais et j'en sais évidemment pas plus que Michel sur le sujet. Là, je me souviens seulement qu'à un moment, il y avait des études de l'INSEE qui disaient qu'en fait, le comportement d'épargne des ménages était fonction de leurs attentes sur l'emploi, pas de leur situation d'emploi. Quand on vivait à 10% de taux de chômage, quoi. Oui. Ben oui. Oui. Alors, imagine peut-être qu'il y a encore une défiance pérenne dans les mentalités qui fait que les gens ne sont pas convaincus que ce plein emploi, même s'il est un peu particulier en France, est durable. Il y a une mémoire. Il y a quelque chose de... À mon sens, il pourrait y avoir une mémoire, oui, qui est là et qui pourrait... mais si on applique les règles normales, on a un rebond aussi de la consommation aux États-Unis, on en a partout. Et Japon, alors Japon, je trouve la reflation, est-ce qu'elle devient soutenable ou pas? Alors, je trouve ça passionnant. D'abord parce qu'on peut suivre au jour le jour la Banque du Japon, qui a l'air de, petit à petit, les gouverneurs ont l'air de passer d'une petite minorité qui croit que peut-être ils sont sortis de la déflation, puis tout d'un coup, il y en a de plus en plus. Ouais. Et a priori, quand on voit les dernières minutes, enfin les derniers comptes rendus de la région de la BOJ, ça laisse penser qu'il y a un peu plus de membres maintenant convaincus que ça y est, ils sont enfin sortis de 20 ans de déflation, auquel cas, dès janvier, qui est la date à laquelle ils publient leurs prochaines prévisions, ils pourraient supprimer les taux négatifs et le contrôle de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Enfin, pour eux déjà, puis pour nous, pour le reste du... Enfin, ils ont le droit de faire ça parce que... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'explique depuis 20 ans que le carry, avec une devise aussi peu chère que le yen, il y a des positions accumulées tellement énormes que de toute façon, ils pourront jamais bouger. Enfin... ils ont on imagine ce que ça peut faire au niveau des marchés mondiaux, globaux. Implicitement, ils ont déjà bougé parce que quand ils ont assoupli, les taux montent pendant ce temps. Oui, donc du coup, ils achètent 2 fois plus, quoi. Donc, oui. Oui, mais enfin, le yen est à 550. C'est vrai. Oui. Donc, il y a un moment où ça risque de leur poser problème aussi que le yen soit à 150. Même si Ueda dit non, c'est pas mon problème. Oui, il y a eu, dans les 12-18 derniers mois, il y a eu des interventions qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. Dans les derniers discours de la Banque du Japon, il dit non, on n'occupe pas. Mais ça reste douteux.
Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, ils peuvent le faire de façon contrôlée. Ils peuvent le faire un peu comme on faisait le tapering, c'est-à-dire quelque chose qui est Oui. progressif. En douceur, quoi. Ils auraient Autant que faire se peut. Oui. Bon, à mon sens, ils auraient quand même intérêt, mais parce qu'ils achètent effectivement beaucoup chaque mois. Hein. Bien sûr. Petit tour sur les logiques d'investissement, peut-être émergent, donc il y a déjà l'idée, c'est ce qu'on retient avec vous, peut-être Gilles. Il y a un cas peut-être pour une surperformance des actifs émergents. Surpondération pour ceux qui ont une vision mondiale et globale des investissements actions, ce qui est loin d'être tout le monde, en particulier en France. Donc sur certains émergents plutôt de qualité. Sinon, dans les pays développés, alors, on a plein de valeurs qui sont à des niveaux de rating très élevés, c'est-à-dire qui sont à la fois pas chères en termes historiques et qui bénéficient d'une dynamique de leur perspective économique et financière très attractive en relative avec le reste du monde, et donc le reste de leur secteur aussi par définition, ou de leur pays. Mais si on synthétise un petit peu ça, au risque de simplifier outrageusement, on aime bien les financières et les valeurs de l'énergie, encore et toujours, c'est pas neuf, c'est pas nouveau, donc c'est des signaux qui sont quand même à moyen terme, comme l'est l'allocation d'actifs en règle générale, ça change, il vaut mieux pas que ça change tous les jours, ni il vaut mieux avoir un cœur un peu structurel. Voilà. Et à l'inverse, on a l'immobilier qui a toujours un rating très mauvais. Donc ça, c'est très intéressant. Au plus bas, le secteur, quand même. Ah oui, mais ça fait rien. Ça fait rien, parce que vous avez certaines valeurs dans des pays développés qui sont devenus attractives en rating, mais il y a encore des valeurs qui, en dépit de leur baisse boursière, ont accumulé tellement de dettes, tellement de pertes, tellement de dettes à taux variable, que la baisse de leur cours de bourse n'empêche pas leur valeur d'entreprise d'avoir augmenté. Je comprends. Et leur perspective de résultats s'être détériorée. Donc en fait, on a un mixed bag, un mélange entre ces deux situations-là sur l'immobilier en règle générale. C'est pour ça que je dis qu'il faut creuser ensuite sur les valeurs en spécifique. Et puis les technologies de l'information, les durations longues nous paraissent pas très attractives avec ce qui se passe, pas seulement en termes de taux, mais également en termes géopolitiques. On commence à avoir les Chinois qui disent aux Européens faites attention, vous commencez à vouloir nous imposer nos exportations. C'est pas très sympathique ça. Qu'est-ce qu'on exporte beaucoup en Chine? Donc de l'automobile, de luxe et du luxe également. Donc là, il y a des questions géopolitiques qui se posent. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal nécessairement, mais en tout cas, il y a des tensions. Et puis enfin, donc les technologies d'information au sens large, là encore, on a des valeurs très attractives, notamment dans le domaine du cloud, de l'IA, sur lesquelles les perspectives nous paraissent pas encore valorisées correctement en bourse, et d'autres dans des sous-secteurs plus traditionnels qui nous paraissent mal orientés. Sur la logique d'investissement, c'est la question aussi pour comment on bat le cash, quoi. Est-ce qu'il y a mieux à faire que le cash là en cette fin d'année ou on a tendance à être... C'est un peu triste comme investissement, mais ça permet d'attendre, quoi. Je suis d'accord, et sur la plupart des classes d'actifs, on est plutôt dans un neutre prudent, et on a tendance à surpondérer le cash. Et les clients de BFT, mais vous le sentez, vous êtes une maison de monétaire, pour dire les choses. C'est votre cœur de métier, oui. Absolument, oui, très clairement. Ça devient. C'est-à-dire que même quand on fait une hypothèse de rebaisse, les primes de terme ne sont pas encore suffisantes là sur les produits, sur le taux, sur les taux. Si elles le sont, et que vous vous dites, dans un an on a des taux au plus bas, compte tenu du portage, vous arrivez difficilement à battre le cash. Vous le battez, mais difficilement, et vous avez une volatilité. Oui, bien sûr. Donc du coup, bien sûr. On le voit en ce moment. Cash is king. Michel, sur les logiques d'investissement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un mot du dollar aussi qui est... c'est encore l'événement du jour. Oui, je vais répéter ce qu'on dit. Vous êtes d'accord avec tout ça? Mes collègues stratégistes, quand ils ont des recommandations d'investissement, c'est le monétaire, le dollar. Et alors... Dollar toujours, non mais voilà, ça c'est ça. Irrésistiblement haussier dans cette phase du cycle. Parce que là, on a l'impression d'une réaccélération. On fait des outlooks à 3 à 6 mois, donc oui, c'était nos dernier pari. Et puis, du côté des marchés actions, à peu près
pas vraiment d'idées sur le directionnel, mais des thématiques, celles qui ont été mentionnées, le secteur bancaire, l'énergie. Nous, on va rajouter le tourisme, par exemple. Puis on propose à nos clients des paniers. Mais l'euro-dollar, on peut reparler de l'histoire de la parité ou... Non, c'est possible. Tout est possible. Ce qui est intéressant quand même sur l'euro-dollar, moi je regarde beaucoup les positions spéculatives sur le marché. Elles ne sont pas extrêmes, contrairement à ce qu'elles devraient être. D'accord. Dans un sens ou dans un autre, vous voulez dire quand le dollar monte comme ça, en général, les positions longues se sont accumulées. Ah là, il y a eu un squeeze, j'ai l'impression. Et en fait, plutôt un squeeze, en fait. Elles sont enfin, la dernière fois que je les ai regardées, non, elles ne sont pas extrêmes. D'accord. Ce qui veut dire que ça n'appelle pas forcément de retournement. Mais non, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça milite dans le Ça peut continuer. Ça peut continuer. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Michel Martinez, Société Générale CIB et Gilles Bazissière, Equity GPS. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine à travers le regard de notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qu'on retrouve en visioconférence avec nous ce soir. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup, merci d'être avec nous en chaque début de semaine pour traiter de l'actualité américaine des derniers jours. Crise au sein du Parti républicain, Pierre-Yves ? Écoutez, on a évité le shutdown. Que tout le monde considérait, moi en tête, comme inévitable. En fait, on l'a évité, mais on l'a repoussé jusqu'au 17 novembre. Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 17 novembre, parce qu'on va trouver une solution au financement du budget américain. Pour éviter le shutdown, le Speaker de la Chambre des représentants, M. Kevin McCarthy, Speaker, c'est le troisième personnage de l'État aux États-Unis. McCarthy est un élu de Californie, c'est un républicain relativement modéré, qui a contre lui une vingtaine de républicains populistes, trumpistes, que le Wall Street Journal qualifie de nihilistes et de jacobins. Et que pour sauver l'Amérique du shutdown, M. McCarthy est allé contre cette règle d'or qu'ont instituée les républicains, ce boulet qu'ils se sont eux-mêmes attachés aux pieds, c'est-à-dire de ne gouverner qu'avec des voix républicaines. Ils n'ont pas pu empêcher le shutdown qu'avec des voix républicaines parce qu'ils n'ont pas assez de voix. Ils n'ont que 212 représentants à la Chambre et ils ont dû faire appel aux démocrates pour faire passer très largement une loi qui prolonge de 45 jours le financement du gouvernement américain, le temps qu'on trouve une solution. Et dans cette loi, on a notamment retiré l'aide supplémentaire que le président Biden demande pour aider l'Ukraine. Le grand gagnant donc de ce shutdown évité au moins pour 45 jours, pour le moment, c'est Vladimir Poutine. Car il obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire un signe de plus de ramollissement du soutien des Occidentaux et des Américains en particulier dans leur aide à l'Ukraine. Rappelons que les États-Unis ont déjà versé 113 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. La Maison-Blanche voulait 25 milliards de plus à peu près. Cette demande avait été réduite par les Républicains à quelques 6 milliards. Eh bien, ils n'auront même pas ça dans l'immédiat. Il va falloir trouver un autre véhicule législatif pour faire passer l'aide à l'Ukraine. La moitié des Républicains ne veulent pas aider l'Ukraine tant qu'on ne dépensera pas beaucoup plus pour sécuriser la frontière du Mexique. Rappelons que 27 000 illégaux ont franchi la frontière du Mexique rien qu'au mois de septembre. Certains mois, c'est 50 000. Les Républicains considèrent que c'est absolument intolérable et que c'est une urgence. Dans ce contexte-là, la droite trumpiste républicaine est en train de vouloir dégommer le Speaker de la Chambre, M. Matt Gaetz, qui est un élu de Floride, qui se dit lui-même le plus trumpiste des trumpistes, va essayer de faire adopter par une majorité de la Chambre une motion de destitution du Speaker. Au comble de l'ironie, pour que cette motion soit adoptée, il va falloir que des démocrates votent pour. Comment M. Gaetz, qui veut que les républicains gouvernent sans jamais faire appel aux démocrates, va devoir faire appel aux démocrates pour destituer Kevin McCarthy? Comble de l'ironie, que ne manque pas de souligner Kevin McCarthy, qui lui a rétorqué, eh bien écoute, j'accueille favorablement ce combat. Allons maintenant nous expliquer et voyons si les Américains sont d'accord avec ton approche. Peut-on prendre en otage 4 millions de fonctionnaires américains
refuser de les payer. Certains d'entre eux sont obligés d'aller travailler bien qu'ils ne soient pas payés. Tout ça parce que l'on n'obtient pas ce que l'on veut et qui est jugé inacceptable par l'establishment républicain et par la majorité des démocrates. Quel peut être le calendrier de la séquence devant nous, là, dans ces 45 jours Pierre-Yves, on va attendre le 43e jour ou le 44e jour pour à nouveau commencer à se faire peur? Ou est-ce qu'il y a un calendrier, une ingénierie politique à Washington qui peut permettre justement de naviguer dans ces 45 jours? Alors on va voir d'abord quel est l'état d'esprit des amis de M. McGetz pour destituer Kevin McCarthy. Certains qui étaient gonflés à bloc il y a encore quelques jours sont en train de se dégonfler. Et on notera que Donald Trump lui-même, sur sa route vers un tribunal new-yorkais, a dit bon, vous savez, Kevin McCarthy, je l'aime bien. Matt Gaetz, je l'aime bien aussi. Mais Kevin McCarthy, il a dit des choses très gentilles à mon égard. C'est un peu surprenant de voir que tout d'un coup, Donald Trump, qui prônait la politique du pire, qui souhaitait un shutdown, ne semble pas, pour le moment en tout cas, soutenir la tentative de destitution de son allié autoproclamé. Donc, première séquence dans les prochains jours, voir où va cette démarche pour destituer le Speaker, parce que s'il n'y a plus de Speaker à la Chambre, tout le travail législatif va s'arrêter. Donc, on va encore compliquer les choses. Deuxième séquence importante, le président Biden insiste pour qu'on trouve le moyen de donner davantage d'argent à l'Ukraine. Il va falloir trouver une solution législative à tout cela. Mais la partie des républicains qui hésitent et qui carrément refusent, pour certains d'entre eux, d'aider l'Ukraine, est en train d'augmenter. Donc ça complique sérieusement le jeu. Il y a manifestement ce qu'on appelle à Washington Ukraine fatigue. On commence à fatiguer. Après 113 milliards de dollars, on trouve que la ligne de front n'avance pas très vite. Et puis, il y a sur le fond la manière de faire passer les 12 lois de finances que constitue ce budget américain. Pour l'instant, 4 ou 5 ont été passées par la Chambre, je crois. Le Sénat n'en a passé aucune. Quelle méthode va-t-on trouver pour financer le gouvernement américain? Pour le moment, tout est ficelé, mais uniquement jusqu'au 17 novembre. Bon, et puis Joe Biden est allé rejoindre le piquet de grève des syndicalistes du secteur automobile. C'était en fin de semaine dernière, je crois jeudi ou vendredi. J'ai même vu, je crois, la une du, alors je sais pas quel est le nom de la Gazette de Détroit, le journal de Détroit. On a vu la photo de Joe Biden. Vous méritez plus de salaire, vous méritez plus d'argent. The Detroit Free Press. Joe Biden a fait quelque chose d'absolument stupéfiant qu'aucun président n'avait fait. Aller sur un piquet de grève, pas simplement à la Maison-Blanche ou à l'occasion d'un discours de campagne dire « je soutiens les grévistes ». Il est allé sur le piquet de grève. Il a pris un mégaphone. À côté de lui, le patron du syndicat unique des ouvriers automobiles qui cherche à paralyser les 3 grands constructeurs historiques. Il leur a dit « vous méritez plus d'argent ». On lui a crié la question, est-ce qu'il mérite vraiment 40% d'augmentation comme il le demande? Oui. Alors, entre nous, je voudrais 40% d'augmentation aussi. Il faut qu'on en parle. Hein. Bien fort à Joe Biden. Joe Biden veut-il vraiment soutenir la thèse que les ouvriers en grève ont raison de faire la grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent 40% d'augmentation? Attention, la filière automobile américaine, c'est 3% du PIB, c'est 800 milliards de dollars. Les constructeurs automobiles ont fait un geste, ils proposent à peu près 20%. Et pour l'instant, si on en croit ce qu'il déclare, Mary Barra, patronne de General Motors, ou encore le patron de Ford, le syndicat fait beaucoup de cinéma, beaucoup de communication publique, mais n'est pas sérieux dans sa démonstration et semble vraiment tout faire pour que la grève soit longue et difficile. Ce qui nous amène à la deuxième étape de ce mouvement de grève. Pour le moment, il fait encore assez bon dans le Midwest quand on fait la grève, mais quand il va faire -3, -4, -5, avec du vent qui souffle à 50 km/h, qu'on va devoir se réchauffer sur le piquet de grève en mettant les mains autour des bidons pleins de bois qui brûlent, et que seront mis en chômage technique des milliers et des dizaines de milliers d'ouvriers dans d'autres entreprises qui sont les fournisseurs des sociétés en grève, les choses risquent de changer. Ce que je lis dans le Detroit Free Press et dans d'autres journaux, notamment le Washington Post, oui, je fais un effort, je relis le Washington Post, c'est que finalement, en dépit de cette visite de Joe Biden, suivie le lendemain d'une visite de Donald Trump, les grévistes de UAW
ne sont pas dupes. Ils ont compris que le président des États-Unis était à la pêche aux voix et que le soutien verbal qu'il leur apportait était très, très intéressé, mais que dans la pratique, Joe Biden n'allait pas faire grand-chose pour les aider. Ce qui les intéresse le plus, c'est de s'assurer que la transition vers un modèle de transport électrique ne précipite pas des licenciements massifs, que dans les nouvelles usines, notamment les usines de batteries, les ouvriers puissent être représentés par le syndicat et que tous ces milliers de personnes qui fabriquent des moteurs thermiques ne se retrouvent pas en chômage dans quelques années. Ils n'ont pas d'illusions sur les engagements que Joe Biden a pris sur ce volet important de sa politique. On attaque la 3e semaine, hein, c'est ça, de grève, hein? La grève a commencé le 15 septembre, donc on attaque la 3e semaine. On a, je l'ai noté parce que ça change toujours, 25 000 ouvriers en grève sur un total de 146 000 représentés par UAW. On estime que les revendications telles qu'elles sont demandées augmenteraient le prix moyen du véhicule de 3 000 à 5 000 $ et qu'en fait ça pourrait faire le jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas de Poutine, mais des ouvriers mexicains. Vous savez qu'il y a autant d'ouvriers au Mexique qui travaillent dans l'automobile qu'aux États-Unis maintenant, que les constructeurs automobiles américains ont plus de 20 sites et usines d'assemblage et de construction de véhicules au Mexique, où la productivité est tout aussi élevée qu'aux États-Unis et où le coût moyen du travail est inférieur. Il faut regarder la croissance du Mexique, hein. C'est un pays effectivement qui se porte plutôt bien aujourd'hui avec un régime de croissance-inflation qui semble tout à fait correct par rapport à ce qu'on peut vivre ailleurs dans d'autres économies. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, qui est avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45 si vous nous suivez en direct, en live ou à la télévision et en replay bien sûr ou en podcast avec notre plateforme bismart.fr. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de ce lundi. On se retrouve demain à 17h en direct. 40%.